13h, 14h. Europe 1, 13h. 1h15, comme on disait autrefois, ou 13h15. On le dit toujours, il me semble. Possible. Je crois. Avec Mickaël Dorian, on va décrypter l'actualité. Vous êtes entouré aujourd'hui de l'écrivain et journaliste Vincent Roy et du journaliste Elliot Maman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Piscine gonflable, barbecue, billets de 10 € distribués aux jeunes. Dans certains quartiers, les narcotrafiquants viennent en aide aux populations, se substituant ainsi au pouvoir public et aux associations. Des initiatives dont parle le Figaro ce matin dans une enquête. Et même si les populations ne sont pas dupes de cette quête de respectabilité, ces initiatives renforcent l'emprise des narcotrafiquants sur les quartiers. Toujours plus loin, dans la mexicanisation de nos quartiers, Vincent Roy. Et c'est ce que révèle cette enquête à travers des chiffres aussi de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. Ouais. Alors j'aime pas beaucoup le terme de mexicanisation puisque. Pour quelle raison ? Parce qu'on se rend compte en réalité que au Mexique, les tenants du trafic de drogue et des problèmes liés à ce trafic de drogue sont des problèmes endogènes. Chez nous, ils sont souvent exogènes. C'est-à-dire que notre politique migratoire fournit une grande main-d'œuvre pour le trafic de drogue. C'est d'ailleurs ce qui ressort des derniers rapports sur la question. Mais, pour en revenir aux cadeaux que font les trafiquants, là, effectivement, il y a quand même des rapports avec ce qui se passe au Mexique. C'est-à-dire qu'une contre-société s'organise. C'est une mafia. Et où est-ce que ça a commencé comme ça là-bas aussi. Oui, bien entendu. Et où est-ce que et comment ça se développe et pourquoi ça se développe ? C'est-à-dire que dès que l'État recule, la mafia s'installe et elle s'installe à tous les niveaux. Songez par exemple que le célèbre, dont vous allez me rappeler le nom, je viens d'oublier, le célèbre trafiquant de drogue Pablo Escobar construisait des maisons. Maisons pour les gens du village. Donc, vous voyez que c'est une pratique courante dès lors que la mafia s'organise. C'est véritablement une contre-société avec toutes les strates qui est en train de se mettre en place. Et il va falloir l'endiguer, oui. Alors, c'est un véritable problème, Elliot Maman, mais on peut aussi s'interroger autrement. C'est-à-dire que si certains habitants profitent de ces avantages fournis par les narcotrafiquants, cela veut aussi dire que l'État ne joue plus réellement son rôle dans ces quartiers. Oui, absolument. Je pense que il n'y a pas véritablement une concurrence de souveraineté, mais en revanche, il peut y avoir une espèce de concurrence d'autorité entre l'État et les narcotrafiquants dans certains quartiers. Et typiquement, là, on voit bien que un certain nombre d'acteurs, en l'occurrence les narcotrafiquants, cherchent à se montrer aussi légitimes que l'État, à régir un certain nombre de services publics dans ces quartiers-là, qui sont précisément des quartiers où l'État a une sous-dotation de services publics, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'agents publics pour faire face à la demande massive sociale que l'on trouve dans ces quartiers-là, et où le tissu associatif qui serait particulièrement nécessaire et lui aussi sous-subventionné est totalement impuissant à faire face à la marge de manœuvre dont disposent les narcotrafiquants pour offrir une espèce de politique sociale aux habitants du quartier. Et d'ailleurs, une politique sociale qui repose également sur toutes les souffrances que les narcotrafiquants font subir aux habitants de ces quartiers-là. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'ils monnaient l'intégralité de leur présence territoriale et de toutes les implications négatives que cela a pour la population sur place par des investissements dont on peut discuter. Donc, par exemple, on avait le cas il y a environ 2 ans d'une piscine gonflable qui avait été gonflée dans un quartier proche de Marseille, me semble-t-il. Et ce qui est intéressant précisément, et c'est là qu'on voit ces concurrences de légitimité quant à l'offre de ces mesures sociales, c'est que les associations, lorsque cette piscine avait été gonflée, c'était d'abord enquéré auprès de la mairie parce qu'elle ne comprenait pas qu'elle n'ait pas été prévenue par la mairie du déploiement de cette initiative publique. Et ensuite, ils profitent d'un vide finalement, et ils s'y engouffrent. Les narcotrafiquants profitent d'un vide, de notre avoir une telle influence sur le territoire et exercer une contrainte telle qu'un certain nombre de jeunes vont estimer qu'il est plus intéressant de s'imbriquer dans leur économie que dans une économie régulière et républicaine, allais-je dire, c'est qu'ils ont aussi eu une victoire sur le plan culturel et pas uniquement sur le plan purement social. En effet, là, le théorème applicable en la matière, si vous voulez, c'est peu d'État, plus d'État ou pas d'État, davantage de mafia. C'est sur le vide que ça se construit. Quand l'État recule, les caïds avancent. Eh oui.
C'est exactement J'aimerais qu'on écoute l'analyse de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP. Vous l'avez d'ailleurs interviewé pour le Figaro, vous allez nous en parler juste après, mais d'abord on l'écoute au micro de Stéphanie Demuru tout à l'heure sur Europe 1. On va essayer de gagner à soi la population en travaillant sur le social. Et donc, on va faire les courses, on va aider à payer des loyers, en échange, bien évidemment, du stockage du produit stupéfiant, ce qui pose un vrai problème, un cas de conscience à beaucoup de bailleurs sociaux qui sont très présents dans ces quartiers, sur le fait de savoir si on doit continuer ou non à accepter le paiement des loyers en liquide. Et on voit comment ces trafiquants, quand ils sont sûrs de leur emprise, eh bien, franchissent les uns après les autres ces stades et vont contester aux associations et aux services publics la légitimité d'un territoire. Ça nous rapproche de la situation des Pays-Bas et de la Belgique. Ces trafiquants, aujourd'hui, sont tellement implantés dans des quartiers qu'ils vont commencer à être des interlocuteurs des élus qui vont monnayer leur soutien aux élections. Et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, interrogé au micro de Stéphanie Demuru sur Europe 1. Et je le disais, Elliot Maman, vous l'avez interrogé, vous, pour le Figaro. Ce que dit Jérôme Fourquet, finalement, c'est que les trafiquants, eux, accroissent leur emprise en endossant un véritable rôle social, en fait. Oui, absolument. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il évoquait par rapport à la possibilité ou non pour les bailleurs sociaux de réguler le paiement en liquide des loyers qui leur sont dus est intéressant parce que en réalité, dans l'interview du Figaro, il développe un peu. Il explique que dans les quartiers où les narcotrafiquants établissent des fours, ils cherchent des nourrices, comme ils les appellent, c'est-à-dire des appartements qui seraient à même de stocker la marchandise illégale destinée à être vendue dans les points de deal à proximité de ces fours, c'est-à-dire dans ces quartiers-là. Et dès lors, en contrepartie du stockage dans un appartement par une personne qui n'est pas nécessairement liée à l'activité criminelle a priori, ils vont pouvoir verser une somme en liquide à l'individu qui aura accepté de stocker la marchandise illégale dans leur appartement. Et ensuite, toute la question est de comprendre comment cet argent peut ensuite être réimbriqué dans l'économie régulière. Et c'est pour cela qu'en l'occurrence, il y a une véritable préoccupation quant à l'augmentation du nombre de locataires de logements sociaux qui demandent de payer leur loyer en cash. Puisqu'on comprend que si ils ont reçu un paiement qui était en cash, c'était probablement à la suite d'un service rendu, d'ailleurs de manière plus ou moins complice à des narcotrafiquants, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que les narcotrafiquants, précisément puisqu'ils ont une telle emprise sur le territoire et sur certains immeubles spécifiquement, peuvent exercer une véritable pression, parfois une espèce de pression physique, qui va aller jusqu'à contraindre des habitants qui soudainement aimeraient soit contacter leur bailleur social, soit même contacter la police, en leur expliquant, en leur rappelant qu'ils ont un tel pouvoir sur certes une portion extrêmement réduite du territoire, mais qui est quand même le territoire sur lequel ils passent l'essentiel de leur quotidien, qu'il serait de toute évidence plutôt mauvais pour eux de véritablement chercher à dénoncer les activités qui ont lieu, et surtout qu'il serait éventuellement dans leur intérêt d'accepter de continuer à fermer les yeux si en plus ils peuvent, par échange de bons procédés, recevoir un peu d'argent en cash qui sera ensuite employé pour le versement du loyer. Alors évidemment, tout ça n'a rien de nouveau, ce sont des méthodes utilisées depuis la nuit des temps par la mafia, ce mélange aussi, Vincent Roy, de séduction et d'intimidation. C'est-à-dire qu'on vous met tout ça à disposition, mais en même temps, vous n'avez pas le choix de les accepter. Eh ben oui, c'est tout le paradoxe de la mafia. C'est-à-dire que non seulement elle aide, mais d'abord elle contraint. Elle contraint. Et c'est toute la difficulté. Songez par exemple qu'à Naples, lorsqu'il y avait eu des grandes grèves, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, des grandes grèves de poubelles, et ça devenait absolument un salut. Ouais. C'est la mafia qui se chargeait de poubelles. C'est la mafia qui trouve des emplois. Alors il y a des tonnes de petits emplois. Par exemple, il y a des endroits où on peut pas se garer. Eh bien, il y a quelqu'un payé par la mafia qui va vous faire garer votre voiture. C'est souvent pour ça d'ailleurs que à Naples, quand vous vous promenez à Naples, les bars et les restauranants certains bars et restaurants sont fermés avec d'énormes rideaux de fer, alors que les bijouteries, elles, ont juste une petite porte en verre. Oui, bien sûr, parce qu'elles pèlent pizzo et par conséquent sont protégées. Elles sont protégées. Et oui, bien sûr. À Palerme, c'est la même chose. Il y a des rues entières encore aujourd'hui qui sont protégées par la mafia. La mafia rend beaucoup de services là, encore une fois, où l'État recule sur le social, sur n'est peut-être pas assez attentif et surtout assez présent.
Alors comment régler ce problème ? Eh ben, en remettant plus d'État là où il n'y en a pas. C'est-à-dire en remettant plus de services publics là où il n'y en a pas. Et puis surtout, en combattant cette mafia. Il faut la combattre à toute force. Elliot Maman. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vraisemblablement, les mesures de du fameux projet de loi SURE de Gérald Darmanin s'inscrivent plutôt dans une philosophie qui revendique son inspiration de méthodes qui ont été employées par l'Italie pour combattre la mafia avec une efficacité plus ou moins affirmée, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a véritablement cette prise de conscience auprès des pouvoirs publics français que l'organisation du narcotrafic aujourd'hui semble de plus en plus s'approcher du modèle que l'on peut voir au sein de la mafia italienne. Et donc c'est pour ça qu'il y a notamment dans la logique de fonctionnement de la nouvelle prison de haute sécurité qui a récemment été inaugurée par Gérald Darmanin, un certain nombre de dispositifs qui s'inspirent très précisément de ce que l'Italie fait à l'encontre de la mafia et pour les détenus qui proviennent de la mafia dans ces prisons spécifiquement. Et par ailleurs, c'est vrai que ça ne renvoie pas uniquement à l'imaginaire de la mexicanisation, le fait que soudainement les narcotrafiquants s'imbriquent dans une espèce de doctrine sociale. Vous savez par exemple le Hezbollah, qui lui-même est directement lié d'un point de vue économique aux narcotrafiquants latino-américains, rappelons-le, lui aussi construit un certain nombre d'immeubles, a une véritable politique immobilière au Liban, même dans certains quartiers de Beyrouth, ce qui lui permet là aussi d'asseoir une espèce de pouvoir et d'emprise auprès de la population. Donc ce qu'il nous faut véritablement, c'est agir avant que l'on bascule dans parce que la pieuvre, pardon. Le truc, c'est qu'on fait ce constat, effectivement, du vide de l'État dans certains quartiers, du manque d'initiatives prises par l'État. Mais depuis les années 70, l'État a tout de même investi plus de 100 milliards d'euros dans les banlieues. Dans certains quartiers. Dans certains quartiers. Si vous parlez de Marseille, par exemple, c'est particulièrement vrai, puisque l'État a mis beaucoup d'argent dans cette ville. Le narcotrafic n'a pas été endigué. Oui, parce que en réalité, la pieuvre, comme on l'appelle en Italie, c'est-à-dire avec beaucoup de ramifications, etc., a besoin, si vous voulez, d'une certaine façon, à la fois de contraindre les habitants d'un quartier, mais elle a aussi besoin de les mettre dans sa poche pour s'installer complètement. Donc il y a un double challenge pour les mafias, à la fois avoir l'assentiment de la population et faire en sorte que la dite population rende service elle-même, c'est-à-dire qu'elle garde effectivement les produits stupéfiants chez elle, etc. Donc il faut que tout ça marche en bonne convivence, si j'ose dire. Et c'est là où c'est terrible, puisque des liens se créent entre la population et le réseau mafieux. Elliot Maman. Oui, c'est ça. Et par ailleurs, ce à quoi il faut aussi être attentif, c'est que par exemple Jérôme Fourquet, dans les enquêtes de terrain qu'il a pu consulter, est assez affirmatif quant au fait que les populations locales, surtout s'il s'agit de parents qui ont des enfants qui pourraient soudainement tomber dans les griffes des narcotrafiquants, sont généralement véritablement critiques et trouvent déplorable le fait de devoir vivre avec des narcotrafiquants dans leur quartier. Et donc, les narcotrafiquants en sont pleinement conscients, et c'est pour ça qu'ensuite ils vont chercher à monétiser leur emprise sur le territoire. C'est précisément parce qu'ils savent que, en plus de faire vivre un quotidien légèrement dangereux, où les services de police ont une difficulté accrue à accéder aux populations locales, ils se retrouvent bien souvent face à des parents qui vont contester le fait que leur enfant soudainement puisse être recruté pour faire des travaux de chouf, comme on dit, c'est-à-dire de vérification que des effectifs de police typiquement ne puissent pas s'approcher des points de deal. Et donc c'est toute une économie qui se met en place. Et d'ailleurs, on parle d'abandon des politiques sociales, mais il y a aussi un abandon de l'économie et des faiblesses économiques de notre État français à l'heure actuelle, parce que par exemple, il y a un nombre important de commerces et de restaurants qui sont ouverts dans ces quartiers avoisinant des points de deal qui consiste à blanchir de l'argent. Mais dès lors, on comprend que le rôle social est double. C'est pas uniquement qu'ils se suppléent éventuellement à une fonction de service public, mais aussi qu'ils incarnent directement le lieu de rencontre, le lieu où on boit son café, etc. Il dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui caractérisent ces quartiers, et notamment le fait que les consommateurs n'en viennent pas, en fait, ne viennent pas de ces quartiers-là. Oui, c'est ça. Il dit que ces quartiers sont plutôt choisis en fonction de leur proximité avec des grands axes de communication. Alors à Marseille, par exemple, ça va être des quartiers qui sont à proximité d'embouchement de plusieurs autoroutes, et dans la région parisienne, plusieurs lignes de métro qui se croisent.